Essentiellement en titre de ce journal, il s'agira de parler de la création du réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac au Gabon face à l'épidémie de tabagisme qui tue 6 millions de personnes chaque année. L'heure est à l'adoption de meilleures stratégies. Et ce sera avec Pierre Parfait Mbadikoum dans quelques instants. Principale édition d'information de la soirée. Bonsoir et bienvenue à tous. Démarrons avec le problème d'insalubrité dans la ville d'Oyem, malgré les efforts consentis par l'équipe municipale dirigée par le maire Vincent Essono Mengue. La population de la ville d'Oyem, notamment celle du premier arrondissement, fait preuve d'un civisme au regard des déchets ménagers observés à travers les artères de cette ville du Septentrion. Un constat mené ici par Estranel Ovonondon de Média Plus. Aquakam est l'un des quartiers populaires de la capitale provinciale du Haut-Lentem, autrement appelée Oyem. Tel que constaté ces derniers jours, les artères de cette partie du premier arrondissement de la dite commune sont alimentées de déchets ménagers, une insalubrité progressive et qui s'articule autour de l'incivisme des locataires et autres visiteurs des lieux. En effet, malgré les efforts consentis par l'équipe municipale dirigée par le maire Vincent Essono Mengue, l'incivisme des populations continue d'entretenir cet environnement. Plusieurs d'entre elles, vacants à leurs différentes occupations, semblent s'investir dans ces mauvaises habitudes, prêtes à devenir par ailleurs leur seconde nature, notamment celle de jeter les ordures ménagères à même le sol, plus particulièrement dans les espaces publics, sans pour autant être interpellés par qui que ce soit. Une situation qui fait que de nos jours, ces espaces soient transformés en dépotoirs. Interrogés sur de telles observations, de nombreux compatriotes ont préféré s'exprimer en off et surtout dans l'anonymat, comme quoi le pays va mal. La conjoncture économique actuelle, qui sévit dans le pays et ses environs, semble favoriser plusieurs dérives dans ces villes à fort flux migratoire, à telle enseigne que l'administration publique, les collectivités locales et leurs partenaires peineraient à disposer des moyens conséquents afin de financer les services d'entretien, aussi bien du réseau routier que de l'ensemble des espaces publics de cette ville d'Oyem. L'amélioration des conditions de vie des populations passe aussi bien par l'assainissement de leur environnement. Des missions régaliennes qui incombent à l'administration centrale, détentrice des politiques d'investissement et des fonds publics destinés entre autres à contribuer au mieux-être de ses habitants. On en parlait déjà hier à hauteur de la zone économique spéciale d'Ongkok. La route est en piteux état. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis la fin du mois de septembre ont fortement dégradé la chaussée et le flux de déplacement est au rabais. Un état des lieux consécutif au ralentissement des travaux de la Nationale 1 en 2 fois 2 voies. Retour sur cette situation avec Arnaud Mbabokon. Moteur pétaradant à gauche, tentative d'affronter la boue herculienne à droite. Au centre, les voyageurs, les pieds englués dans l'espèce boue, présentant un relief facial amenuisé par la fatigue. C'est à ce triste scénario que se livrent les usagers de la Nationale 1 à seulement 27 km de Libreville, la capitale. Mieux encore, à moins d'1 kilomètre de la fastidieuse zone spéciale économique d'Ongkok, dont l'embellie devrait profiter à l'environnement immédiat, mais s'il semble en être rien, l'envers du décor, au-delà de l'idéalisation que présente cette zone, c'est cette route, surtout le périmètre endommagé. À la tombée de la pluie, les usagers en provenance ou en partance de l'intérieur du pays ne peuvent plus avancer. Une contrainte non voulue, mais qui malheureusement s'impose à eux par le concours de circonstances. À cet endroit, après la pluie, le moyen de déplacement adamique est le plus efficace pour grimper quelques mètres, hélas non suffisant pour la totalité du parcours. Un état piteux de la chaussée, dû certainement aux travaux d'aménagement de cette unique voie pour toute destination par voie terrestre à l'intérieur du pays, lesquels travaux piétinent toujours 2 ans après, et même le tour de maître effectué par le chef de l'État tout récemment n'a pas suffi à accélérer le processus qui de toute vraisemblance est au point mort. Chaque jour et à chaque instant, tout adverse représentera un calvaire insupportable, voire insurmontable pour tout usager de cette route. Rien d'étonnant alors si les jours à venir transformeront cet espace en un vaste marché ou en une gigantesque gare routière de circonstance. Et les centaines de kilomètres de routes bitumées souvent évoquées semblent méconnaître ce petit linéaire qui a besoin de solutions curatives urgentes
à titre provisoire, sinon le pire est à craindre. Ouvrons le volet éducation de ce journal avec la rentrée scolaire 2017-2018 qui est effective depuis lundi dernier, 48 heures après. Parents d'élèves, élèves et administratifs traînent encore le pas pour diverses raisons. Effectuons un bref tour d'horizon dans cet élément qu'on nous propose Arnaud Mbabokoum. Le 2 octobre 2017 marque la rentrée effective des classes comptant pour l'année scolaire 2017-2018. 48 heures après, et comme il fallait s'y attendre, les lignes peinent à bouger. On en est encore aux inscriptions et réinscriptions. Oui, bon, c'est ce matin que je me suis rendu dans cet établissement pour voir un peu comment les inscriptions se déroulent. Et je constate que ça va en dents de scie, c'est qu'il n'y a pas tellement d'engouement par rapport aux inscriptions qui s'effectuent. Rien n'a commencé sérieusement, on continue les inscriptions. Bon, à ce moment-ci, j'ai 3 enfants. Dont une fille de terminale, une fille de 4e et une fille en 6e. Et dans des lycées différents. Qui, malheureusement, l'administration continue à faire son boulot. Malheureusement, les enseignements, les cours n'ont pas commencé. Dans la cour de certains lycées reconnus d'utilité publique, comme ici au lycée Nelson Mandela, à l'ancien lycée d'application, aucune application pour la rentrée scolaire n'est encore évidente et on peut encore apercevoir les élèves en civil déambulant d'un coin à l'autre de l'établissement. Une petite amélioration par contre au lycée Mohamed Arissani, autrefois lycée Koweït, si la cour grouille d'élèves, mais l'affluence des parents qui cognent massivement aux portes de l'administration traduit une reprise timide des activités pédagogiques et les tables bancs manquent toujours d'occupants. Dans l'ensemble, il faut encore quelques jours pour vivre une rentrée des classes bien effective. Au deuxième jour de cette rentrée des classes, l'école publique catholique de Saint-Michel fait face à un nombre de difficultés qui freinent aujourd'hui la bonne marche des activités pédagogiques de cet établissement du premier degré. Un reportage signé sur les images de Bertrand Koumileka. L'aspect défraîchi de ce portail de l'école publique catholique de Saint-Michel démontre bien de l'état de vétusté dans lequel se retrouve cet établissement du premier degré au deuxième jour de la rentrée des classes. Ici, les parents d'élèves traînent encore le pied pour inscrire et réinscrire leur progéniture, une situation consécutive aux différents manquements dont fait face cette école, non sans évoquer le sempiternel problème d'insécurité qui expose au quotidien enseignants et apprenants. Toiture arrachée par les caprices de Dame Nature, des salles de classe avec un nombre insuffisant de tables bancs, une cour d'école truffée de cailloux. Comment se précipiter à inscrire son enfant dans une école qui tombe en ruine? Les élèves eux-mêmes vivent mal cette situation. Je veux que l'école soit quand même bien arrangée parce que des fois, comme les gens jouent, on se blesse. Je veux que ça se passe bien ici à l'école. Saint-Michel. Placée sous la tutelle de l'archidiocèse de Libreville, l'école publique catholique de Saint-Michel est passée de 1000 élèves à moins de 5000 en raison de ces conditions scabreuses d'apprentissage. La première responsable de cet établissement en appelle aux bonnes volontés.
Même s'il est vrai que ce ne sont pas les locaux qui forment, mais les enseignants. Comment ces enseignants parviennent-ils à retransmettre des savoirs si satisfaire un besoin naturel relève d'une véritable gymnastique? Quoi qu'il en soit, l'école de Saint-Michel a bien besoin d'une cure de jouvence. Et puisqu'on parle de rentrée des classes, on s'est intéressé à la vente des uniformes scolaires, une activité lucrative depuis que l'État, via le ministère de l'Éducation nationale, a élargi la confection et la commercialisation de ces uniformes. Allons-y découvrir comment se porte ce marché dans ce reportage d'Audrey Mébiam. 48 heures après la rentrée scolaire, les artères de Libreville commencent à se colorer des uniformes des différents établissements scolaires, publics et privés. À quelques encablures du lycée d'application Nelson Mandela, dans un petit hangar, l'on peut déjà apercevoir plusieurs tenues d'école exposées. Lycée national Léon-Bas, collège Sainte-Marie, lycée d'État, pour ne citer que ceux-là, y étaient tous disposés. Cette activité commerciale interdite au sein des établissements avait été une mesure salutaire prise, rappelons-le, par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, lors de la rentrée scolaire 2010-2011. À 15 000 francs l'article, quelle que soit la taille, est un coût jugé abordable par certains parents d'élèves qui sont parfois contraints de faire quelques ajustements. Mais à 15 000 francs, que puis-je dire, c'est abordable. Quand je m'attendais à 20 ou à 25 000 francs, j'ai trouvé à 15 000 francs. Pour moi, c'est la taille n'a pas posé de problème? Si, elle est petite, elle est bien petite. C'est la dernière taille 34, bon, il faudra ajuster. Quant à l'engouement sur l'achat des uniformes, c'est timidement que les parents le font car étant certainement confrontés à de multiples difficultés en cette période de rentrée académique. Le prix est standard, le prix est le même, il n'a pas changé depuis les Ils viennent depuis lundi à la Vu le climat qui pèse actuellement entre l'État et les enseignants, les attentes pour cette année scolaire 2017-2018 restent tout de même positives pour les parents des apprenants. Affaire à suivre. Pour clôturer ce dossier éducation, je vous invite à suivre cette analyse de Frem Biyogo Edzo sur la situation de l'école gabonaise qui est au poids mort avec les sempiternels problèmes des enseignants en attente d'être résolus. Suivons. D'aucuns s'interrogent sur quel signe a lieu la rentrée des classes 2017-2018 au Gabon. Plus de 24 heures se sont écoulées. Depuis lors, rien n'est encore véritablement effectué sur le terrain. Plusieurs administrations censées recevoir les 10 élèves et les parents de ces derniers qui non seulement viennent pour les inscriptions, mais aussi pour voir les établissements censés accueillir ces futurs cadres. Malheureusement, beaucoup de ces établissements publics sont en état de délabrement avancé, faute d'entretien. Les 3 mois de vacances scolaires ont suffi pour replonger l'école gabonaise de son coma dont elle souffre depuis les années. Occasion pour nous ici de rappeler à qui veut l'entendre que le système éducatif gabonais est plus qu'instable pour cause de grève. Le programme d'enseignement arrêté par la tutelle, dont la DAP assure le suivi au sein des établissements, n'est nullement respecté. Pour preuve, la CONACYSED, bien que dissoute par le ministère de l'Intérieur, compte parmi les syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation au regard du nombre de ses adhérents, tous d'ailleurs enseignants. Aujourd'hui, l'enseignement au Gabon est au plus bas niveau de l'échelle. Sur 9 mois de cours requis au Gabon, comme l'exige le calendrier scolaire, tel que publié par les autorités, à peine la moitié est réalisée. Le manque d'infrastructures d'accueil pour ceux-là qui font leur premier pas ou ceux qui accèdent en classe supérieure se fait sentir avec acuité. Primes impayées et situations administratives pour bon nombre d'enseignants non revues malgré de nombreux piquets de grève. Nul ne sait avec exactitude ce que cette nouvelle année scolaire nous réserve, tout en sachant que les problèmes transversaux des enseignants ne sont pas toujours réglés. Rien à voir avec ce qui précède, clôture aujourd'hui à Libreville de l'atelier de mise en place du réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac au Gabon, identification des problèmes et défis pour une couverture efficace des médias en lutte contre l'épidémie de tabagisme en
constitué l'essentiel de ces 2 jours de travaux. Les détails avec Pierre Parfait Mbadikumbu. Tombée de rideau pour l'atelier de mise en place du réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac au Gabon. Durant 2 jours, les hommes et femmes des médias ont été éclairés sur l'importance de leur participation pour une lutte plus efficiente contre l'industrie du tabac. La presse joue un rôle incontournable dans la lutte anti-tabac, particulièrement dans la sensibilisation et l'éveil des populations en matière de lutte anti-tabac. C'est cela qui a fait que nous avons voulu faire en sorte que c'est ce que je dois appeler mon premier collaborateur, les journalistes, la presse, qu'ils soient imprégnés des réalités de la lutte anti-tabac. Organisé par le ministère de la Santé en partenariat avec le Mouvement populaire pour la santé au Gabon et le CLATA, ces moments d'échange ont permis l'identification des problèmes, notamment celui de l'interférence de l'industrie du tabac qui met de l'énergie à saper le rôle des gouvernements et de l'OMS dans la mise en œuvre des politiques de santé publique visant à lutter efficacement contre l'épidémie de tabagisme. Terrible que la santé mondiale a connu, puisque le tabagisme, vous le savez, tue annuellement 6 millions de personnes. Et si rien n'est fait pour inverser les tendances actuelles, à partir de 2020, c'est-à-dire moins de 5 ans, c'est 10 millions de personnes qui mourront annuellement. Marqués par des sessions interactives, les travaux se sont achevés avec la formation du réseau national des médias engagé dans la lutte anti-tabac au Gabon. Effectuant un bref tour à Port-Gentil, les employés de la société Robert Marine Service réclament près de 11 mois d'impayé de salaire, une situation que ne supportent plus ces pères et mères de famille qui ont décidé de monter au créneau en observant un sit-in afin de se faire entendre par les responsables de cette entreprise. Un reportage de nos confrères de Média Plus. Après 11 mois de galère, notamment avec les arriérés de salaires impayés, les employés de la société Robert Marine Service, basée dans la zone industrielle du nouveau port de la capitale économique, ont décidé de monter au créneau. Nous attendons près de 11 mois, nous n'avons pas de salaire. Nos familles croupissent, il y a au moins plus de 100 familles qui croupissent dans la misère. Donc nous sollicitons encore une fois de plus le concours du gouverneur de la province qui est le père de cette province. Qu'il puisse voir un peu avec ces institutions en place qui peuvent vraiment venir au secours par rapport à cette situation. On a perdu plein de nos collègues qui sont partis, qui sont morts. À la fin de multiples accords, la situation actuelle serait bloquée à ce niveau. Ils sont à la recherche d'un cabinet d'experts comptables pour calculer nos droits. Depuis le mois de novembre, ils ne trouvent pas un cabinet pour calculer nos droits. Cependant, il y en a à Port-Gentil ici. À Port-Gentil, il y en a, à Libreville, il y en a. Et nous avons l'inspection de travail qui est là, qui n'attend que ça. Que M. Robert amène les dossiers au niveau de l'inspection de travail, ils font leur calcul. Mais eux, ils cherchent un cabinet de comptabilité. Et dans le cabinet de comptabilité, il faudrait qu'encore qu'ils trouvent un terrain d'entente sur les frais. Les frais. Parce que si M. Robert ne paye pas le cabinet, il ne peut pas faire le travail. Déterminé à aller jusqu'au bout, le personnel souhaite rencontrer le responsable du groupe Robert Service. Que Robert vienne nous dire exactement ce qui se passe. Il a procédé après notre dissolution, il a procédé au départ volontaire. Il est en train de les payer, le départ volontaire. 5 mois après notre décision. Nous, on ne comprend toujours rien du tout. Qu'ils nous disent exactement ce qui ne va pas. Est-ce que c'est nous qui avons pillé Robert? Est-ce que c'est nous qui avons volé Robert? Est-ce que c'est nous qui avons envoyé Robert en prison? Qu'ils nous disent, c'est lui qui a pris la décision de fermer nos entités. Parce qu'il a eu des problèmes. On a compris. Depuis le mois de novembre, on a compris. Mais jusqu'à ce jour, rien ne se fait. Nous sommes ni certificat de travail. Certificat de travail, on n'en a pas. Il y a une commission qui a été initiée après la mort par pendaison d'un responsable d'ici, un Français. Après, là, il y a eu une commission qui a été mise en place. Cette commission-là n'a accouché que d'une souris. À ce jour, plus personne ne parle de ça.
On ne sait même pas à quel niveau se trouve notre dossier. Cependant, le président directeur général, Robert Chamy, et son épouse seraient actuellement hors du Gabon. Un mot de politique pour la suite de ce journal à travers cette réaction de Gérard Ella Nguema, acteur de la sphère politique au Gabon, qui se prononce ici sur la situation socio-politique actuelle du pays. Il est ici au micro de Fabiola Mengue. Vous me demandez un exercice particulièrement difficile, mais ma vision aujourd'hui, par rapport à ce que j'observe, et que depuis la tenue des élections en août 2017, je constate que le climat n'est pas détendu. Je constate que les acteurs ne font pas beaucoup d'efforts pour ramener la sérénité. Je constate que la situation économique va de mal en pire. Je constate que le cadre social existentiel, parce que lorsque un homme travaille, c'est bien pour avoir en retour des ressources financières pour pouvoir s'acheter les biens et services. Et lorsque les gens vont au travail et ils commencent à se poser des questions, pourquoi pourtant je travaille, je n'ai plus la capacité d'accéder à tel service ou tel autre, ça commence à devenir inquiétant. Donc, à mon avis, je crois que les acteurs politiques que nous sommes, nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts pour amener la sérénité. Je crois que les problèmes personnels ont pris le dessus sur la nation, sur le vivre ensemble. On est plus dans l'arrogance, on est plus dans les règlements de compte, on est plus dans le mépris des autres, ce qui évidemment a son corollaire, c'est que la situation, à un moment ou à un autre, deviendra explosive, si elle ne l'est pas encore. Donc, voilà un peu l'analyse, la petite analyse, si c'est bien ça votre question, la petite analyse que je peux faire aujourd'hui, parce que aujourd'hui, les Gabonais se posent la question, où est-ce qu'ils vont inscrire leurs enfants? Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Vous comme moi, sauf si j'ai perdu ma vue, nous n'avons pas vu l'école sortir de sous terre. Nous sommes désagréablement surpris qu'un pays qui a à peu près, qui est couvert à 90% de forêt, qu'on en est à se poser des questions sur les tables bancs. Voilà la réalité de chez nous. Ce sont ces questions-là sur lesquelles on devrait s'attaquer. On en est à se poser la question comment 7 ans après, on n'arrive pas à régler le linéaire EK0 Ntoum. Voilà les véritables enjeux. Il ne s'agit pas des problèmes personnels, mais il s'agit du développement de notre nation. Hors de nos frontières, d'abord en France, la police et les démineurs ont découvert 4 bombes artisanales dans un immeuble de la rue de Tchanez à Paris. Du côté des autorités, une enquête a été remise à la section antiterroriste et à la brigade de l'intérieur afin de démasquer les responsables. Presse internationale. C'est au pied de cet immeuble, rue de Tchanez, en plein cœur du 16e arrondissement de Paris, que 4 bonbonnes de gaz et un dispositif de mise à feu opérationnel ont été retrouvés dans la nuit de vendredi à samedi. C'est un résident qui a donné l'alerte aux alentours de 4h30 du matin en voyant 2 bonbonnes dans l'entrée de son immeuble. Une fois sur place, la police et les démineurs en ont découvert 2 autres à l'extérieur. La présence d'hydrocarbures a été révélée autour de l'engin. Les bouteilles de gaz, elles, étaient raccordées à un dispositif de mise à feu télécommandé avec un téléphone portable. Hier, 5 personnes résidant en banlieue parisienne ont été interpellées dans le cadre d'une enquête confiée à la section antiterroriste et à la Direction générale de la sécurité intérieure. Des investigations sont toujours en cours.
Par ailleurs, un deuil national aux États-Unis suite à la tuerie de 20 écoliers à Las Vegas. Cependant, les sénateurs américains convoquent un congrès sur le port d'armes à feu aux États-Unis. Presse internationale. Dans un élan unanime, nous observons une minute de silence en mémoire des victimes de Las Vegas. Un moment d'unité et de recueillement qui ne dure pas longtemps. Très vite, les sénateurs démocrates du Connecticut lancent les hostilités. Leur État avait été touché par une fusillade en 2012 qui avait coûté la vie à 20 écoliers et 6 adultes. Ils en appellent au Congrès pour qu'il introduise de nouveaux contrôles sur les armes à feu. Parce que nous n'avons rien fait, les tueries de masse continuent. Les pensées et les prières ne sont pas suffisantes. Certes, il faut de la compassion, mais ce n'est pas assez. Ce dont nous avons besoin, c'est d'action. Dans son discours, Donald Trump, lui, n'a pas évoqué le débat sur le contrôle des armes. Mais pour sa porte-parole, il est encore trop tôt. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps du deuil. Je pense qu'il y aura sûrement un temps pour la discussion politique, mais nous n'y sommes pas. L'enquête n'a pour l'instant pas permis d'établir comment le tireur s'est procuré ses fusils et ses munitions. Dans le Nevada, la loi sur les armes est l'une des plus souples des États-Unis. Depuis des années, toutes les tentatives de légiférer sur les ventes ont échoué. À chaque fusillade de masse, en revanche, les ventes d'armes sont en hausse. En sport, le bureau directeur du comité de normalisation de la Fédération gabonaise de taekwondo est désormais connu, une composition, semble-t-il, entachée d'irrégularités, comme l'affirment certains pratiquants de cette discipline. Les détails avec Inès Ngunga Mombo. L'inclusion intégrale avec la langue des signes est l'une des préoccupations des interprètes qui disent ne ménager aucun effort pour une intégration véritable, car la langue des signes est pour beaucoup de sourds leur langue maternelle puisqu'elle est la première qu'ils ont apprise, même pour les enfants devenus sourds plus tard. La langue des signes est identificatoire et son image dépend de la reconnaissance de la culture sourde. Cette inclusion dans la société présente plusieurs avantages. Il y a donc l'émulation, on veut faire mieux. On veut s'approcher de celui qui maîtrise mieux une matière pour devenir compétent. Deuxièmement, cela suscite des vocations. En fait, lorsque vous mélangez des élèves, entendants et sourds, cela va faire en sorte que, c'est le cas immaculé, vous allez voir la vidéo, les élèves entendants vont apprendre le langage gestuel. Et quand ils apprennent le langage gestuel, plus tard, ils peuvent devenir interprètes en langage gestuel. Ils peuvent embrasser des métiers tels que l'enseignement spécialisé. Ils peuvent faire des études de médecine, mais spécialisées au ORL. Et donc ça permet véritablement de susciter des vocations. Troisièmement, l'approche inclusive permet de lutter contre la discrimination fondée sur le handicap. En réalité, lorsqu'on a ces élèves, on a même salle de classe, c'était pour Immaculée Conception. Vous voyez, vous allez voir le témoignage des élèves qui vous disent qu'on a du plaisir à être avec des sourds, on s'entend bien, on les aime bien, etc. Donc ça, on casse déjà les barrières de discrimination. Quatrièmement, l'inclusion permet de participer à la vulgarisation de la langue des signes. Certains sourds-muets n'ont pas pu franchir le cap du secondaire à cause de l'absence d'établissement secondaire pour la plupart. Pour ceux-là qui ont eu la grâce d'aller en classe de 6e, l'intégration a été facile. Le cas d'espèce de l'Institut Immaculée Conception. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, et on applaudit sans faire le bruit. Moi, je vois bien vraiment tous les autres m'ont accepté, les entendants, ils ne m'ont pas méprisé, tous m'ont vraiment, l'intégration s'est bien passée, on s'amuse bien, en tout cas lorsqu'ils m'aident, lorsque j'ai besoin d'aide. Pour moi, l'héritage c'est dû au problème de taxi. Et il est difficile pour moi de prendre le taxi au milieu de plusieurs entendants parce que j'ai du mal à discuter au taxi.
Et je suis au niveau du 13, donc une fois qu'il y a 9 heures, je ne peux plus revenir ici en classe, je suis obligé de repartir à la maison. Il serait souhaitable que les pouvoirs publics puissent ouvrir des salles d'intégration dans les établissements secondaires afin de permettre à cette frange de la population de s'intégrer dans la société pour bénéficier de tous les droits. Vous l'avez sûrement rectifié de vous-même. Il s'agissait là d'un reportage sur l'usage de la langue des signes. L'argent de poche, faut-il en donner aux enfants? C'est l'interrogation de l'expression libre de ce soir avec Rosine Ndje Angwe. L'argent de poche, faut-il en donner aux enfants? Pendant l'année scolaire, oui. Pourquoi? Pour leurs petites dépenses à l'école. Donc c'est vraiment une nécessité. Pas une nécessité, mais on est obligé de le faire. Pas obligé, mais on doit le faire. Il ne faudrait pas qu'il envie les autres. Faut-il donner de l'argent de poche à vous? Ah? Aux enfants? Non. Pourquoi non? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire avec. Il peut faire beaucoup de choses avec, acheter des bonbons. Moi je pense qu'on peut le donner à l'âge de 12 ans. Et comment il fera pour aller à l'école? Bon, à l'école, on fait un petit déjeuner. Après, on le met dans un sac. Et puis, bon, s'il y a peut-être de quoi manger à l'école. Faut-il donner l'argent de poche aux enfants? L'argent de poche? Aux enfants. Bah oui, comme c'est la rentrée, je suis un vieux retraité. Vous savez que le retraité ne gagne pas tellement assez de moyens. Avec les moyens de bord, je fais le possible pour donner quelque chose à mes petits-fils et à mes enfants qui apprennent. Et donc c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que bon, moi ce sont les enfants qui vont me remplacer quand je serai appelé à Dieu. Et puis ils vont continuer avec l'évolution de prendre toujours l'habitude de leur grand-père. Faut-il donner l'argent de poche aux enfants? Ça dépend. Bon. Il y a des enfants pauvres, il y a des enfants aussi bien placés. Et quel type des enfants doit donner l'argent? Les élèves. Contrairement à moi, je trouverais que donner l'argent aux enfants, c'est leur encourager un peu à la vie facile. Il y a un peu certains qui vont finalement voler et d'autres seraient un peu bandits à cause de l'argent. Mais par contre, donner des goûters ou faire des sandwichs, faire des petits trucs aux enfants, bon, quand même aux plus petits, je trouve que ça. Faut-il donner l'argent de poche aux enfants? Oh, donner l'argent de poche aux enfants, je pense qu'avec le monde dans lequel nous vivons, il faut regarder dans deux cas. Il faut donner l'argent de poche, mais dans de moindres mesures. Il ne faut pas aussi faire en abondance pour que l'enfant s'égare lorsqu'il utilise cet argent. Parce que la société africaine, nous avons habitué nos enfants à la société européenne, ce qui fait qu'on ne peut plus se passer de ça avec la mondialisation. Nous sommes obligés de copier, mais nous sommes obligés de copier avec beaucoup plus de conscience. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient normal que l'on donne l'argent de poche à l'enfant parce que lorsque vous avez par exemple une fille et qu'elle n'a pas l'argent de poche, elle peut amener à être égarée n'importe comment. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il est tout à fait normal de donner l'argent de poche à certains enfants, mais avec un peu de contrôle et dans de bonnes mesures. Donner l'argent de poche aux enfants. Ça dépend, ça dépend. Parce que le matin, il faudrait faire boire les enfants le café. Bon. Si par exemple les enfants vont à l'école un peu loin, il faut leur donner l'argent de poche, surtout le garçon. Mais il faut d'abord faire manger les enfants à la maison le matin. Bon, le café est nécessaire le matin pour les enfants. C'est bon? Et donc l'argent de poche c'est nécessaire? L'argent de poche, habituer les enfants très tôt à l'argent de poche, c'est pas... C'est tout pour ce journal. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page d'information. Mais d'ici là, gardez le sourire. Au revoir.